déplia la lettre de rupture d'Alison, qu'il gardait en permanence dans sa poche arrière, et qui avait pris avec le temps la courbure de sa fesse. Alain avait dû la lire une bonne 30aine de fois. Cela ravivait systématiquement sa blessure, mais il préférait la laisser ouverte, imaginant la cicatrisation pire que la plaie elle-même. Le fait de chercher Alison, son âme sœur, comme il l'appelait souvent, lui permettait de rester actif et d'espérer. Mieux valait un espoir, pour l'instant déçu, que plus d'espoir du tout. Car derrière la porte de la résignation, il pressentait un anéantissement de l'âme qui l'effrayait au plus haut point. Lui qui pouvait passer des heures en montagne, isolé, ne se sentait pas capable de surmonter cette solitude-là. Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes bien sur le plateau de la parenthèse Marie-France et on y est très bien d'ailleurs, un peu sous le soleil, sous les rétroprojecteurs. Alors aujourd'hui je suis accompagnée de Michel Rollion qui est juste là, qui est l'auteur de L'homme qui voulait mourir vivant chez J'ai lu, qui sera peut-être le best-seller de l'été, qui sait, hein, c'est tout le succès en tout cas qu'on lui souhaite. En tout cas, c'est un tout premier roman qui est plutôt très prometteur, Michel, bravo, qui parle de vie, bien sûr, de sens, oh là là que c'est important en ce moment, de sens avec un grand S, et d'espoir, comme l'a évoqué l'extrait que vous venez de lire. Donc bonjour Michel, on est ravis de vous recevoir. Bonjour Céline. Alors on va commencer par quelques questions sur vous, parce que vous avez eu 1000 vies, vous avez un parcours hyper atypique, vous avez été kiné pendant 16 ans, psychothérapeute pendant 12 ans, vous êtes aujourd'hui auteur donc de L'homme qui voulait mourir vivant, et vous êtes expert en hypnose qui vous passionne, puisque vous êtes gérant et formateur à l'Institut de formation à Montpellier en hypnose et PNL. Comment vous faites pour cultiver tous ces petits jardins qui ne sont pas minustritus, comme on disait dans les années 72? Je ne sais pas trop comment je fais, mais je me débrouille. Je pense que je fais des semaines de travail de peut-être 60. Et après, par contre, écrire un livre, je ne suis pas certain que ce soit du travail à proprement parler. Moi, j'appelle ça tramuser, je m'amuse en travaillant. Et c'est quand même, on peut écrire un livre en allant à Bali et écrire quelques heures comme ça. Et puis quand on a plus trop d'idées, on ferme son ordinateur, on fait un plouf et on revient. Donc oui, c'est du travail, mais on peut quand même avoir un cadre sympa et organiser sa vie d'une manière sympa, même si on travaille beaucoup. Alors, c'est un tout premier roman. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous jeter à l'eau ? Je pense que c'était un vieux rêve. À l'âge de 25 ans, d'ailleurs je le dis dans le livre, un jour on faisait une soirée avec des amis et on s'amusait chacun à dire quel était le rêve qu'on avait envie de réaliser. Et moi, ce que j'avais dit, c'était, moi ce que je voudrais, c'est écrire un livre qui change la vie des gens. Ce à quoi un ami m'a répondu, ce serait peut-être bien que tu écrives un livre qui change ta vie. C'est à ça que ça sert les amis, quelquefois, c'est à nous faire des bons petits recadrages. Un petit coup de pied aux fesses. Et donc du coup, voilà, j'avais ça à 25 ans et j'ai commencé l'écriture vers 50. Comment est-ce qu'on fait pour travailler sur un livre, sur un premier bébé comme celui-ci? Parce qu'en plus, il est très riche, il est très documenté, il y a beaucoup de citations, de proverbes, de mantras. On se parle de maladies aussi, donc il y a aussi un peu de médical. Oui, alors j'ai démarré un peu par moi-même. Je me suis inscrit à un atelier d'écriture, mais je ne suis pas resté très très longtemps dedans. Et après, j'ai volé un peu de mes propres ailes. Vous avez dit aussi dans une interview que pour vous, l'écriture, c'était aussi un moyen de communiquer avec les autres, oser faire des demandes précises et assumer mes idées en public. C'est intéressant ça. Oui, parce que moi je suis un ancien timide, ça se voit plus beaucoup parce que j'ai pas mal travaillé sur moi, mais bon, quand on fait de la psychothérapie, on est obligé de faire un travail sur soi pour traverser ses propres peurs, travailler sur ses scories personnelles et tout. Mais j'étais quelqu'un qui était plutôt timide, qui avait du mal à raconter des histoires, qui avait du mal à raconter des histoires drôles. Et quand on est devant sa page, on est libre de faire ce qu'on veut, et en plus on peut se corriger derrière. Voilà, moi je passe plus de temps à me corriger qu'à écrire. Donc je passe plus de temps sur la page noire que la page blanche. Moi j'ai pas le syndrome de la page blanche, mais plutôt celui de la page noire. Et c'est les moments que je préfère, c'est quand je rature, quand je dis autrement. Quand vous défrichez. Là je me régale et du coup j'affine petit à petit, je relis, je laisse mon livre de côté pendant un mois. Ça c'est un conseil qu'on peut donner à des gens qui veulent écrire. C'est de temps en temps de laisser reposer, de ne pas toucher à son livre pendant quelques temps. Ça fait du bien d'avoir ce recul-là, et quelquefois de se rendre compte qu'il y a un passage qui est génial, et puis les trois quarts qui sont à jeter parce que c'est pas terrible, quoi. Maintenant, on va se parler un petit peu du livre, donc L'homme qui voulait mourir vivant. Déjà, c'est un titre qui est long, qui est intéressant. Est-ce que vous pouvez nous le pitcher? Oui, c'est l'histoire d'un moniteur de ski de Chamonix de 38 ans, qui s'appelle Alain, et qui apprend qu'il a une leucémie, c'est-à-dire un cancer,
avec un diagnostic quand même relativement inquiétant. Et 10 jours après, sa compagne américaine le quitte et part sans laisser d'adresse. Et lui, il est complètement dévasté par ce double tsunami et part la chercher aux États-Unis parce qu'il est persuadé qu'elle est partie à New York alors qu'elle lui a laissé aucun indice. Et en fait, à New York, il va essayer d'aller la retrouver et se soigner. Voilà, ce livre, c'est une double quête, une quête vers l'amour et une quête vers la vie. Donc à New York, il va vivre des aventures, faire des rencontres super importantes. Et il va rencontrer notamment un médecin qui fait de la médecine psychosomatique et qui est à la fois médecin et à la fois psychothérapeute. Donc du coup, il va le secouer fortement, il va l'aider à dépasser ses peurs, à réorganiser ses priorités, à modifier ses habitudes. J'ai cherché à ce que, à travers le combat de cet homme, pour survivre à tous les niveaux, ça puisse toucher les gens dans nos combats personnel, quotidien, parce que pour moi, je le dis même assez vite, le cancer, c'est une métaphore pour moi. Je pense qu'on a tous nos petits cancers, ça peut être un burn-out, ça peut être on se pose la crise de la quarantaine. Voilà. C'est carrément du développement personnel. Hein, oui, énormément. On peut se le dire, hein. Oui, tout à fait. Énormément, oui. Et qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire? Je ne sais pas. Vous n'êtes pas malade, j'espère? Non. Donc je suis ni malade, ni j'ai été quitté par mon épouse, même s'il y a forcément des petites choses, il y a pas mal de choses qui sont quand même cachées dans mon histoire, mais moins que ce que je croyais. J'avais déjà lu ça, que des auteurs disaient que leur livre leur échappait, que c'était les personnages qui prenaient le pouvoir, mais moi je l'ai vécu vraiment, c'est impressionnant, quoi. Ce qui était difficile, c'est qu'en fait j'ai construit l'histoire au fur et à mesure, donc chaque fois que je rajoutais un personnage, il fallait que je modifie certains trucs, donc j'ai repris mon livre. Donc c'est vraiment clairement un guide finalement, de développement personnel. Oui, alors Parce qu'à chaque chapitre, il se passe aussi quelque chose, il y a une étape. On a l'impression vraiment de suivre, oui c'est ça, un guide. On suit, c'est un chemin, même si je pense que... Donc c'est le mot guide qui m'accroche un peu parce que je n'ai pas envie en tout cas de me positionner moi comme un guide, je pense qu'on a chacun notre chemin. Et que par contre, il me semble que les deux choses qui me semblent vraiment importantes, chacun à son niveau, c'est qui peuvent nous aider à grandir et à réorganiser notre vie en permanence, parce que la vie nous demande de bouger en permanence. La crise du Covid, le fait d'avoir un enfant, le fait un jour d'être en retraite, le fait d'être viré de son boulot et tout. Enfin, quand on regarde notre trajectoire de vie, elle n'est pas linéaire, ça nous demande forcément de la réadaptation. Ouais. Et je pense que les deux grands tiroirs qui peuvent nous aider, c'est la conscience et le mouvement. Prendre conscience de certaines choses. Alors quelquefois, prendre conscience, ça peut être, on va voir un film et on a une prise de conscience et on sort du film, on n'est plus tout à fait pareil qu'avant. Mais ça peut être aussi en allant voir un thérapeute, ça peut être en discutant avec sa meilleure amie ou avec un copain. Donc les prises de conscience nous font changer, je pense, et la mise en action nous fait changer. Et moi, quand je recevais des gens en thérapie, j'essayais de leur faire des prises de conscience pour qu'ils modifient des choses dans leur vie, mais on peut aussi faire le contraire. On peut aussi décider de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Par exemple, aller un week-end à Cadaqués ou en Bretagne tout seul alors qu'on a hyper peur de la solitude et s'obliger à se prendre un hôtel 2 jours et être peut-être un peu perdu, mais voir qu'est-ce qui peut se passer pour justement faire des prises de conscience derrière. Donc en fait, la conscience et le mouvement et l'action peuvent se nourrir mutuellement. D'accord. Et par action et mouvement, est-ce que vous voulez dire sortir de sa zone de confort? Oui, forcément. Obligatoirement? Oui, bien sûr, ça fait un peu peur. Donc, faut essayer de... Ce qu'il faut, c'est que quand on sort de sa zone de confort, il faut en sortir, mais pas trop. Parce que si on en sort un petit peu, on est inconfortable, mais on arrive dans sa zone de progrès. Par contre, si on va trop loin, on arrive dans sa zone de panique. D'accord. Et on n'apprend pas dans la zone de panique. Alors, quelquefois, la vie, elle nous y met dans la zone de panique. Hein. Ouais, malheureusement. Mais si on reste trop dans notre zone de confort, notre vie va être facile, mais on ne va pas beaucoup évoluer. Donc, il faut trouver cet équilibre entre l'extrême paniquant qui fait qu'on ne progresse pas, l'extrême confortable qui fait qu'on ne progresse pas non plus, et de temps en temps,
passer du temps dans notre zone de confort, de temps en temps oser faire quelque chose d'un peu difficile. Maud Ankawa a signé un petit mot sur votre couverture. Alors Maud Ankawa, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est un peu une autrice de best-seller aussi, puisqu'elle a écrit Kilomètre Zéro, Respire, qui ont été des gros succès de vente. Oui. Vous connaissez tous les deux? Alors on ne se connaît pas, je l'ai remercié évidemment de son petit mot. C'est sympa, c'est très sympa de sa part. On a la même maison d'édition et donc du coup, on a une éditrice en commun qui s'appelle Stéphanie Ricordel et qui a particulièrement aimé mon livre. Alors moi, c'était difficile au début pour moi de valider ça parce que j'y croyais pas complètement. Puis en fait, elle me l'a vraiment, vraiment dit. Elle m'a dit, je l'ai passé à Maud. Maud, elle a adoré ton bouquin. Elle voudrait faire un blurb, je crois que ça s'appelle. Voilà, donc elle a marqué sur le livre une leçon de courage et d'espoir qui incite à vivre pleinement. C'est sympa quand même. Est-ce qu'on aura une suite? Parce que je crois que vous avez parlé aussi de l'envie de créer une forme de trilogie dont ce roman serait le premier volet. Oui, donc vous avez toujours ça en tête? Alors j'ai toujours ça en tête. Il y aurait la suite de ce livre parce que je l'ai fini d'ailleurs avec une suite possible au cas où je m'y remette. J'ai ouvert la porte. Et puis comme à l'intérieur du livre, en fait, parmi les rencontres qu'il va faire, Alain, il va rencontrer un des personnages qu'il va rencontrer, c'est un livre. Donc il y a un livre dans le roman et le lecteur va aussi lire certains passages de ce livre-là. Et donc le troisième tome pourrait être le livre de développement personnel qui aurait démarré à l'intérieur du premier, à l'intérieur du deuxième, et il y aurait donc à la fois la suite de l'histoire et à la fois le livre de développement personnel que je finirais de travailler. Et mon projet initial, c'était un peu ça. Le problème, c'est que si on écrit un livre de développement personnel pur, on va avoir 2000 ou 3000 lecteurs ou 4000 lecteurs. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était... En plus, c'est un peu rasoir, hein, les livres de développement personnel. Ça peut l'être. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'écrire un roman grand public pour ramener le grand public vers un livre de développement personnel qui ne soit pas rasoir et qui soit intéressant. Mais bon, donc ça c'est un projet, ça nécessite d'écrire 2 autres livres, c'est une piste, et puis j'ai une autre piste avec un autre livre qui commence à démarrer dans ma tête depuis un petit moment. J'ai commencé à écrire quelques pages, mais je ne me suis pas encore décidé. Qui n'a rien à voir avec ça alors? Qui n'a rien à voir avec ça. D'accord. Okay. Donc il y a 2 options. Bon, on se relit un petit extrait, Michel, un peu plus positif. Oui. Parce qu'on est parti un petit peu dans le dur, là. Oui, du coup, je vous ai lu, j'ai choisi un passage plutôt en début de livre et en début d'histoire. Et pour montrer où Alain démarre ses 6 mois de vie, parce que tout ça s'installe sur 6 mois. Et puis, après avoir... évoluer dans sa vie, dans son cœur. Voilà, il y a un autre passage, ce qui ne dévoile évidemment ni s'il guérit, ni s'il retrouve Alison. Ça, je laisse le lecteur le découvrir. Et je vais vous lire ce petit passage-là. Dans la salle d'embarquement, Alain sort de son sac le sandwich acheté plus tôt et en défait l'emballage plastique. Avant de le porter à sa bouche, il l'observe comme s'il avait dans ses mains un repas de roi. Parce qu'à bien y regarder, ce simple jambon au fromage est un vrai miracle. Y ont participé un cochon, une vache, quelques tiges de blé, le sel de la mer, les nuages qui ont arrosé le blé, les paysans qui l'ont planté et récolté, d'autres qui ont trait la vache et pasteurisé le lait, moulu la farine, pétri le pain, ainsi que tous les gens travaillant dans les transports de marchandises et jusqu'au serveur qui le lui a vendu. Avec ce regard profond, chaque bouchée qu'il prend participe à bien plus qu'un repas. Une prière. Pas mal. Bon, eh bien, merci beaucoup, Michel. Merci. On reste sur une note en suspens, positive. Voilà, nous, la parenthèse Marie-France est déjà finie. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, vous savez où nous trouver, toujours sur le site de mariefrance.fr. Et surtout, n'hésitez pas à rejoindre nos diverses communautés sur Facebook, sur Instagram. Et on mettra aussi dans le générique les réseaux de Michel, parce que c'est aussi intéressant à les butiner. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci Michel. Merci Céline. Et prenez soin de vous tous. Au revoir.